Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur RCF au Haute-Marne. Merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Leur Travail, c'est la santé en partenariat avec le Centre hospitalier de Troyes. Nous nous retrouvons au Relais H Café pour cette nouvelle émission consacrée aujourd'hui à l'hypnose. On va tout savoir sur l'hypnose médicale avec Sylvie Larcher. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous et avec Valérie Walkiers. Oui, Bonjour, bonjour. j'ai bien pronosé. Vous êtes toutes les deux infirmières anesthésistes et donc, eh bien, notamment, on va évoquer les consultations d'hypno-analgésie, l'hypnose également au bloc opératoire avec vous dans cette émission. Peut-être pour commencer, vous pouvez vous présenter un petit peu en quelques mots votre parcours jusqu'à justement pratiquer l'hypnose. Oui, donc moi je suis infirmière anesthésiste depuis de nombreuses années. Et puis au fil de ma carrière, je me suis rendu compte que la chimie ne répondait pas toujours aux attentes des patients. Et c'est lors d'un congrès d'anesthésie que j'ai découvert l'hypnose. Et ça m'a donné vraiment l'envie de faire une formation pour pouvoir le répertorier sur les patients. Donc j'ai fait une formation de 2 ans sur Paris, hypnose médicale. Et suite à cette formation, j'ai eu un projet d'ouvrir une consultation douleur au centre hospitalier de Troyes. Consultation qui a été mise en place il y a maintenant un peu plus de 2 ans, qui fonctionne très bien. Les patients me sont adressés par le centre antidouleur ou aussi par des médecins traitants de la ville ou parfois par eux-mêmes. Au cours de cette consultation, On détaillera dans le courant de l'émission, voilà. Mais vous êtes bien parti en tout cas, je vois. Valérie, vous, du coup, un peu même question, votre parcours et aujourd'hui vos missions. Donc voilà, donc moi je suis infirmière anesthésiste depuis bientôt 20 ans. J'ai été formée donc à l'hypnose il y a 3 ans. Et en fait, ça a radicalement changé ma pratique. Et un peu comme Sylvie, je trouvais qu'il y avait un manque dans ma prise en charge. Donc l'hypnose m'a permis vraiment de prendre en charge mon patient dans sa globalité, de le rendre plus actif au niveau des soins. Et c'est vrai qu'au bloc opératoire, on accueille des gens qui sont en stress, dans des angoisses particulières. Et je trouve que vraiment l'hypnose a sa place. On retrouve au moins cet équilibre, c'est-à-dire on n'a pas de position haute, position basse. C'est vraiment un équilibre avec notre patient, un contact privilégié, vraiment très relationnel. Ils en tirent un bénéfice, je pense, énorme. Et puis nous aussi. Alors, est-ce qu'on peut peut-être, pour commencer, définir l'hypnose ou l'hypnose médicale, du moins? Ou est-ce que déjà l'hypnose médicale est différente de l'hypnose qu'on voit en spectacle, pour faire simple? Oui, bien sûr qu'il y a une grande différence. Dans l'hypnose médicale, il y a un but thérapeutique derrière. Il faut savoir qu'il n'y a pas du tout de manipulation dans ces cas-là. On se sert vraiment des ressources du patient. Il est vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure, acteur. Et oui, bien sûr, il y a une grande différence par rapport à ce qu'on peut voir à l'hypnose de spectacle. Ça n'a pas du tout le même but. Vous ne faites pas le regardez-moi, regardez avec mes yeux, tout ça? Non, ça n'existe pas en hypnose non, médicale. pas du tout. L'hypnose médicale, c'est bien cadré. Il y a un objectif particulier qu'on doit mettre en place avec le patient dès le départ. Et nous, en tant qu'infirmières, ce qu'il est important aussi de souligner, c'est qu'on reste dans notre champ de compétences infirmières. On ne va pas aller faire de l'hypnose pour des troubles psychiatriques ou autres. On reste vraiment dans notre domaine infirmier. Ça, je pense que c'est quand même aussi important à souligner. Et alors, ce que vous me disiez en préparant l'émission, c'est que finalement, vous vous appuyez sur quelque chose qui nous arrive à tous, c'est ça, tous les jours? Oui, en fait, l'hypnose, on la teste ou on la vit tous les jours, au quotidien. C'est pour ça qu'on rassure nos patients quand on les prend en charge. Ils le vivent en continu, on va dire toutes les 1h30. Et puis, comme quoi, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Donc, on les rassure par rapport à ça. Qui seront toujours conscients. En fait, l'hypnose, on parle d'état modifié de conscience. Donc, il y a toujours une conscience et qui est différente, c'est-à-dire qu'on dissocie le corps de l'esprit. Le corps est là, sur place, mais l'esprit s'en va ailleurs. En fait, on les fait voyager, on les fait aller dans des lieux ressources, qu'on appelle ça, et leur corps est là, et on peut justement faire des soins, on fait des interventions chirurgicales, c'est ce qui se passe au bloc opératoire. Et c'est surtout des interventions
où il n'y a pas besoin d'anesthésie générale, quoi. Donc on reste vraiment avec le patient, on les guide tout au long de l'intervention, c'est vraiment particulier. Alors, puisque vous parlez du bloc opératoire, on va peut-être s'arrêter un petit moment du coup là-dessus. C'est le premier type d'hypnose auquel on pense effectivement quand on pense à l'hypnose à l'hôpital. C'est l'hypnose qui va remplacer l'anesthésie. Est-ce que c'est bien dit ou est-ce que c'est pas ça? Non, elle ne remplacera jamais l'anesthésie. C'est un complément, mais un complément, pour moi, qui est merveilleux, quoi. Ça a vraiment changé ma pratique parce que on s'aperçoit qu'on diminue énormément les doses. Les patients se sentent plus acteurs, donc ils ont un meilleur vécu. Et d'ailleurs, mes collègues qui les prennent en charge après en post-opératoire voient bien la différence. Après, il y a vraiment un échange. Je fais vraiment appel à leurs ressources. Alors, quand vous dites ressources, ça correspond à quoi? Vous faites appel à des souvenirs, à des choses comme ça? Voilà, c'est ça, c'est tout à fait ça. On fait appel à des souvenirs, des expériences qui ont été... comment on appelle ça, bénéfiques, voilà, positives. On les remet dans cette dynamique. C'est les faire voyager, c'est vraiment être... c'est différent, ouais. Donc ça, c'est avant l'opération, c'est pour les déstresser, Alors, donc avant l'intervention, ce que moi je pratique beaucoup, c'est l'hypnose, on appelle ça conversationnelle. Quand je les prends en charge, j'ai une façon de leur parler, j'ai une façon de leur poser des questions, et moi, ça va m'orienter après sur ma prise en charge. Déjà là, je sais déjà comment je vais pouvoir les prendre en charge, effectivement. Après, donc, quand il y a l'intervention, pareil, je continue mon hypnose formelle, enfin mon hypnose conversationnelle, et là, justement, je vais être plus dans une hypnose qu'on appelle ça formelle. Alors, hypnose formelle, ça veut dire, du coup, là, le patient est... Il est en transe, ça s'appelle en transe hypnotique, oui. Ce qui peut faire, oui, effectivement, des fois un peu bizarre quand on parle de transe, mais c'est quelque chose... Ils sont conscients, ils sont toujours dans... Ils entendent toujours les bruits, ils sont toujours dans les sensations, mais qui sont différentes, oui. Mais ça ne remplace pas totalement l'anesthésie. Il y a toujours besoin d'une anesthésie à côté? Alors après, l'anesthésie, c'est suivant la chirurgie, c'est des chirurgies qui sont lourdes, effectivement. On ne fait pas que de l'hypnose, hein. On rajoute, on appelle ça une sédation, on rajoute des produits d'anesthésie, mais qui sont moindres, beaucoup moindres. Ça se développe du coup depuis quelques années, justement, ces pratiques-là. Et à un moment de temps, on a vraiment centré sur l'anesthésie, et du coup, finalement, on en revient un petit peu? Alors ça a été très centré sur l'anesthésie. Et puis, on va dire depuis quelques années, surtout dans les hôpitaux parisiens, eux, ils ont déjà mis l'hypnose en route depuis un bon moment. Nous, ça commence un petit peu à arriver. En fait, il faut avoir du personnel formé. Ça ne s'apprend pas comme ça facilement. Expérimenté aussi, parce que l'hypnose doit être bien menée. Il faut être au clair avec ça, surtout. Donc on commence, nous, à la mettre en pratique, on va dire, depuis quelques mois, voire peut-être une année. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ça commence à venir sur des interventions assez courtes, des gestes courts, des patients qui vont après en ambulatoire, c'est-à-dire qui vont ressortir dans la journée. Et puis, c'est par exemple quel type d'opération on peut citer comme ça? Alors quel type d'intervention? Alors il y a des coloscopies, des gestes simples, ça peut être... surtout aussi en gynécologie. En fait, elle pourrait s'adapter à tout type de chirurgie, mais il faut que ça soit une chirurgie quand même qui ne nécessite pas une longue intervention ou une chirurgie qui soit vraiment lourde. Parce qu'on reste dans cet état d'hypnose pendant un temps limité? Non, l'hypnose, c'est nous qui l'induisons, elle peut durer un moment. Et puis, si pour un moment ou l'autre, on arrête l'hypnose, il faut savoir que la personne ressort d'hypnose au bout de 20 minutes. Donc, il n'y a pas de danger, on ne reste pas dans l'hypnose toute sa vie, quoi. Il y a un moment, on en ressort, soit par nous-mêmes, donc au bout de 20 minutes, ou soit nous, on continue, ou on induit une hypnose qui peut durer plusieurs heures, mais ça resterait très fatigant pour nous. Donc, et puis on fait la faire remonter. C'est vraiment bien, l'hypnose, c'est vraiment une ligne, enfin une courbe bien spécifique, c'est-à-dire on les rentre comme une anesthésie, on les rentre en induction en hypnose,
On travaille, quand ils sont vraiment en transe profonde, on travaille dessus, on leur fait des suggestions et c'est là qu'on peut permettre à faire passer cette douleur qui serait liée à la chirurgie. Et après, on les laisse remonter petit à petit et ressortir de leur hypnose. Faut que vous soyez toujours là, en tout cas à côté tout le temps de l'opération. Pas loin, on n'est pas obligé de toujours leur susurrer dans l'oreille, pas forcément, ça se prépare, on peut se reculer par moment et les laisser leur faire leur travail eux-mêmes, de les laisser, et petit à petit on se recule, on les laisse un moment et après on revient, voilà, c'est des phases. Est-ce que c'est vous qui choisissez, vous dites aux patients, bon ça sera l'hypnose particulièrement plus que l'anesthésie, ou est-ce que c'est le patient qui peut demander comment on choisit d'aller plus vers l'hypnose que vers l'anesthésie et la procédure habituelle, on va dire? Il faut que ce soit vraiment une demande du patient parce que on ne peut pas imposer l'hypnose à un patient vu que ça va être lui le principal acteur. Donc, d'ailleurs, on s'est rendu compte que quand c'est le patient qui demandait, il est déjà en transe et finalement le travail est déjà bien avancé. Donc pour nous, c'est tout bénéfice. Valérie, est-ce qu'on a fait le tour un peu sur l'hypnose au bloc opératoire? Ou est-ce qu'il reste encore quelques petites infos à donner avant qu'on évoque les consultations de Sylvie? Pour l'instant, non, ça a l'air d'être bon. Bon, voilà, si vous avez d'autres idées qui vous reviennent, on continue d'évoquer ça. En tout cas, dans leur travail, c'est la santé. Aujourd'hui, on s'intéresse donc à l'hypnose au centre hospitalier de Troyes. On verra aussi que dans les autres hôpitaux Champagne-Sud, il y en a, mais on s'intéresse donc à vos consultations d'hypno-analgésie, Sylvie. Oui. Depuis 2 ans, c'est ça à peu près, vous nous avez dit? Oui, c'est ouvert en octobre 2017. Donc c'est vous qui avez proposé? C'est un projet qui a été construit avec la direction des soins suite à ma formation en hypnose médicale. Et un projet que j'ai construit avec eux parce que j'étais déjà pas mal impliquée dans le domaine de la douleur avec le CLUD, de par ma profession d'anesthésiste. Et donc, un projet qui a vu le jour donc en 2017. Donc, je suis en relation avec le centre antidouleur. La plupart du temps, ce sont les médecins du centre antidouleur qui m'envoient les patients. Mais ça peut être aussi des médecins de la ville maintenant. Et puis maintenant, c'est surtout du bouche à oreille, des gens qui viennent de l'extérieur, qui viennent donc à la consultation. Donc, pour de la douleur chronique essentiellement. Douleurs chroniques de toute origine, ça peut être du post-opératoire, des douleurs neuropathiques. Alors souvent, la douleur chronique, il y a aussi souvent des troubles du sommeil qui sont associés. Et la plupart du temps, on commence un petit peu donc, sur un petit débriefing. Qu'est-ce qui les amène à vouloir faire de l'hypnose? Ils ont souvent un parcours un petit peu chaotique, ces patients. Ils essayent un petit peu tout. Et puis bon, voilà, ils arrivent en consultation et ils pensent que ça va être magique. Alors bon. D'emblée, je leur mets vraiment aussi les rênes en main en disant que c'est eux qui vont être acteurs, qu'il faut qu'ils se mobilisent pour une belle réussite. Acteur, je me permets de remonter sur ça parce que c'est vrai que dans ce que Valérie aussi a dit, c'est vraiment un patient qui est plus actif que dans des circuits traditionnels, j'ai envie de dire, avec l'hypnose. Oui, c'est lui qui va mobiliser les ressources qu'il a en lui. On a tous des capacités insoupçonnées d'ailleurs, qui sont un petit peu en mémoire dans notre inconscient. Et donc, c'est lui qui, en séance d'hypnose, va mettre ses ressources, qui vont venir l'aider. Et puis, le but de ces consultations d'hypnoanalgésie, c'est aussi de les rendre autonomes. Parfois, ces patients douloureux, ça évolue par crise. Et quand une crise douloureuse arrive, l'auto-hypnose peut leur permettre de gérer cette crise autrement que par la chimie. Alors, l'auto-hypnose. L'auto-hypnose, voilà. Donc, ce sont les patients qui vont faire leur séance par eux-mêmes. Une fois qu'ils ont été en consultation avec moi, je leur donne des petits exercices à faire à la maison. Alors souvent, on commence par retrouver le sommeil. On fait ça le soir à la maison, tranquillement. Je leur dis qu'ils ne se mettent pas de barrière, qu'ils trouvent le lieu, l'endroit, le moment, de bien sentir leur corps à l'endroit où ils sont, et puis de partir un petit peu ailleurs, un lieu ressource, tout ça. Donc on commence des choses un petit peu simples, et puis au fur et à mesure des consultations, je leur présente des outils un petit peu différents qu'ils peuvent aussi refaire chez eux et ainsi pouvoir gérer leur douleur au quotidien. L'idée avec l'hypnose, c'est qu'ils pensent à autre chose que là où ils ont mal. Oui. Alors, par rapport à la douleur, on travaille beaucoup à ce qu'on appelle la réification, c'est-à-dire que cette douleur, on leur fait chosifier.
si c'est un objet, ça ressemblerait à quoi, en quelle matière elle serait, quelle couleur vous l'imaginez. Et puis, cette chosification, on va l'emmener à être transformée pendant la séance d'hypnose. Donc, effectivement, c'est changer les sensations. Vous les voyez vraiment évoluer au cours d'une séance ou au cours des gens qui sont séances, bien impliqués dans cette technique, les résultats sont vraiment éblouissants, je dirais. Il faut combien de séances du coup pour à peu près s'en Alors moi, sortir? c'est ce que je dis aux patients à la première consultation. En 3-4 séances, c'est déjà bien. Hein. Après, s'il ne se passe rien pendant ces 3-4 séances, c'est pas la peine de poursuivre. Je pense que soit il faut changer de thérapeute, soit ils n'ont pas l'investissement escompté, et auquel cas, ça ne marchera pas. Hein. Donc la plupart du temps, 3-4 séances et puis on fait le point. Là, je suis en train de revoir des patients que j'ai vus il y a 2 ans parce qu'ils ont perdu un petit peu le fil des séances, et en 1 ou 2 séances, on les remet un petit peu sur les rails pour pouvoir reprendre la technique et retrouver du confort. Parce qu'après, l'auto-hypnose que vous évoquez, ils peuvent la faire en autonomie chez eux, ouais. effectivement, oui, c'est le but. Donc voilà, environ 5 séances, et donc c'est vrai que vous vous dites, sinon ils changent de thérapeute, donc ça renforce vraiment cette idée que c'est vraiment un lien aussi. Exactement, qui se crée. Il y a c'est quelque vraiment chose. Une alliance thérapeutique entre l'hypnothérapeute et le patient. Hein. Les patients le disent par eux-mêmes. Moi, je suis déjà allée voir des hypnothérapeutes, ça n'a pas fonctionné, alors il y a de la réticence, effectivement. Il faut trouver le petit fil conducteur qui va avoir le petit déclic. Ouais, qu'est-ce qui fait que ça marche ou pas, finalement? En fait, c'est un contrat de confiance. C'est nous il faut vraiment qu'on ait l'intention de rentrer en lien avec ce patient. Si on n'a pas cette intention-là, lui va se sentir pas en confiance, donc ça ne marchera pas. Donc c'est vrai que c'est pour ça que certaines personnes peuvent changer de thérapeute ou même de médecin, parce qu'en fait, il faut vraiment avoir confiance en la personne qu'on a en face. Et cette confiance, elle s'établit d'une certaine manière avec le patient. Nous, on le sait, c'est une façon d'être, c'est une façon de s'impliquer dans la relation. Donc c'est vrai qu'on voit quelquefois, et Sylvie doit en voir plus souvent que moi, des patients qui sont dans une angoisse, c'est terrible, ou des douleurs. Ils nous renvoient des choses aussi à nous. Donc c'est là qu'on est très prudent, et on doit rentrer quand même dans la relation, même si c'est des choses qui nous renvoient aussi à nos propres douleurs, nos propres craintes. Mais tout ça, c'est des formations. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir une formation. On ne peut pas faire ça n'importe comment, et c'est vraiment un outil qui est hyper puissant. Mais on ne fait pas n'importe quoi avec l'hypnose. Autrement, ça peut être même dangereux pour le patient. Il faut que ça soit vraiment bien établi, des règles établies, d'où des formations qui nécessitent de l'expérience, des mises en situation, et puis voilà quoi. Mais en tout cas, si tout le monde est investi, potentiellement tout le monde peut profiter de cette hypnose médicale, vraiment. Ah oui, tout à si fait. on le veut, on le peut, quoi. Oui, bien sûr. C'est surtout que ça les rend acteurs. C'est vraiment cette différence avec l'hypnose, c'est qu'on les rend vraiment acteurs. Quand vous arrivez, je vois par exemple pour moi l'expérience du bloc, quand on arrive au bloc, ils ont des fois même, enfin c'est même plus dignité, c'est qu'ils arrivent, ils sont juste avec un nom, avec une étiquette, une maladie, une opération, et puis ils sont là à être passifs complètement, et ça augmente leur angoisse. Alors moi, je leur permets de participer, d'être actifs par tout un questionnement, l'hypnose conversationnelle. Et après, donc ils rentrent entre guillemets dans le jeu. On a une relation tous les deux qui s'installe de confiance, et ça marche quoi. Vous avez retrouvé du sens, plus de sens justement à votre métier avec l'hypnose? Ah oui, tout à fait. On a retrouvé du relationnel qui tendait un petit peu à disparaître. Hein. On était plutôt axé sur la chimie avec nos drogues. Et du coup, l'hypnose a donné un autre sens à notre profession. Et je trouve, je regrette presque de ne pas m'y être intéressée un petit peu plus tôt. Je suis en fin de carrière, et je trouve que c'est vraiment un très beau virage que j'ai fait là depuis quelques années. Je me sens vraiment pousser des ailes avec cette hypnose. Puis même les patients qu'on prend en charge, parce qu'on leur dit pas forcément, quand j'arrive, je me présente, je dis pas je fais de l'hypnose, parce que il y a la moitié qui vont être retenus. Et puis en fait, je leur dis pas forcément, effectivement, ou suivant comment je peux les sentir. Et après, quand ils se réveillent, ou quand je les revois après, ils me disent mais c'était bizarre votre prise en charge, il s'est passé quelque chose. Ils le décrivent comme quelque chose de bien, quelque chose. Donc là, après, à ce moment-là, je leur explique. Ils me disent voilà. Donc là, ils comprennent, mais
ils le sentent. Il y a vraiment, en plus, derrière, avec le recul, je me suis aperçue qu'il y a une meilleure guérison derrière. Les gens reviennent plus facilement, entre guillemets, à leur autonomie quand ils sortent d'une opération. Les douleurs sont moindres. Enfin, il y a vraiment des effets. Hein. C'est visible après. Et cette hypnose, bon alors vous êtes un peu précurseur du coup en quelque sorte, a tendance à se développer aussi dans les autres hôpitaux ici dans l'Aube, c'est ça si j'ai bien compris? Oui, alors... Vous n'êtes plus seul? Non, on n'est pas tout seul. Donc on a même créé un groupe HCS depuis un an en fait. On a commencé à se réunir parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de praticiens en hypnose dans les différentes structures. Donc on se rend compte que l'hypnose, elle est au bloc d'accouchement, elle est à la radio, en cancérologie, en addictologie. Donc il y a des psychologues de formés, des médecins, des sages-femmes, des puéricultrices. Donc notre groupe nous permet aussi de mutualiser nos ressources. On a tous des formations d'horizons différents et ça permet aussi de partager. Parce que quand on pratique l'hypnose, on aime bien discuter de cas parfois qui sont peut-être un petit peu difficiles. Donc du coup, c'est des retours d'expérience. On pratique aussi entre nous. On utilise des outils entre nous pour tester un petit peu nos connaissances, tout ça. Et je trouve que ce groupe a vraiment une grande richesse parce que les gens qui viennent d'horizons différents, c'est important aussi de mutualiser nos moyens. Vous parlez de retour d'expérience, ça peut être quoi? Ça peut être des réactions de patients auxquelles vous vous attendiez pas? Oui, alors des retours d'expérience autant dans le positif ou alors des patients pour qui on n'a pas su forcément bien gérer la situation. Et le fait d'en parler, peut-être que d'autres ont une vue différente du problème et ça nous permet d'évoluer aussi dans nos pratiques. Valérie, enfin en tout cas là on voit que ça concerne aussi beaucoup de services dans l'hôpital. Oui, beaucoup de services, oui. C'est là qu'on voit que l'hypnose a son utilité partout, pas qu'en chirurgie. C'est vraiment des prises en charge, c'est ce qu'on disait, relationnelles, globales. C'est vraiment prendre le patient dans toute sa globalité et pas le mettre d'un côté avec un corps, un esprit. C'est vraiment le remettre dans sa globalité. Et je pense que c'est une prise de conscience qu'on a actuellement. C'est pour ça qu'on voit que beaucoup de cabinets d'hypnose ouvrent ici et là, qu'il y a des prises en charge qui sont autres que médicaments. Parce qu'on voit que les médicaments ont leur efficacité et qu'ils ont quand même une limite. Donc voilà. Ça vient en complément du coup. Il faut trouver le bon équilibre entre les deux. Voilà, c'est un équilibre entre les deux. Ouais. À trouver donc dans les prochaines années, puisque pour l'instant il n'y a pas encore de cadre... vraiment légal, clair, c'est ça? Oui, à l'heure actuelle, l'hypnose médicale, en tous les cas, il n'y a pas de cadre législatif, je dirais. Il y a cependant un livret blanc qu'on appelle, qui a été créé là en octobre par une société savante, qui vient d'être mis en place avec des recommandations par rapport aux pratiques, par rapport aux formations. Et tout, parce qu'effectivement, comme le dit Valérie, il y a beaucoup de cabinets qui s'ouvrent en ville, et bon, avec des formations parfois un petit peu chaotiques. Alors bon, voilà, c'est un peu compliqué. Donc l'hypnose n'est pas non plus remboursée par la sécurité sociale à l'heure actuelle. Cependant, il y a quand même quelques mutuelles qui prennent en charge plusieurs séances. Donc après, voilà, pour l'instant, je pense que ça va évoluer au fil des années et que dans un délai assez court, les choses vont se mettre en place au niveau législation et prise en charge. Et donc, Sylvie, pour venir en consultation d'hypno-analgésie, on peut préciser, ça se situe où dans l'hôpital? Il faut prendre rendez-vous, je suppose. Alors, le rendez-vous de la consultation, il se fait par téléphone auprès de la secrétaire du centre antidouleur. Après, moi, je suis aussi répertoriée sur l'annuaire des thérapeutes, page jaune. Donc c'est pour ça que parfois j'ai des appels comme ça qui m'arrivent sur mon portable, des gens de l'extérieur. En fait, c'est le centre de formation qui a un annuaire de thérapeute qui m'a inscrit. Donc c'est la secrétaire du centre antidouleur qui prend mes rendez-vous. On a cadré ensemble le projet du rendez-vous. Si jamais elle a un doute par rapport à la demande des patients, parce que parfois les demandes ne sont pas toujours sur des fonds douloureux, donc la secrétaire m'envoie un message et moi je contacte le patient en question pour voir avec lui comment on peut gérer la situation.
Et donc voilà, on rappelle, c'est pour vous les douleurs chroniques et aussi du stress un peu avant les opérations. Voilà, douleurs chroniques, stress périopératoire, troubles du sommeil qui est souvent associé aux douleurs chroniques. Donc les consultations se passent au nouveau bâtiment de l'hôpital de Troyes, au rez-de-chaussée. Et puis pour vous, Valérie, c'est la prise en charge aussi pour le stress avant les opérations, juste avant, et puis ensuite donc pendant l'opération, on l'a compris avec vous. Merci beaucoup en tout cas à vous deux d'être venus aujourd'hui dans cette émission Leur travail, c'est la santé, enregistrée comme chaque mois au relais H-Café du nouveau bâtiment justement du centre hospitalier de Troyes, de l'hôpital Simone Veil. Sylvie Larcher et Valérie Valquiers, infirmière, anesthésiste et donc il y a un terme, hypnopraticienne, Oui. c'est le terme officiel. Voilà, merci en tout cas d'avoir été avec nous aujourd'hui sur RCF au Haut-de-Marne. Bonne journée. Merci.